parole à Julien Girard et à l'équipe de Lille pour leur présentation. Bien, merci pour le président de l'Académie, ses membres de l'invitation. Effectivement, je vais vous parler d'un sujet complexe et difficile, la chirurgie de l'instabilité, des luxations, des prothèses totales de hanche de première intention. Un sujet vaste sur lequel il me sera difficile d'être exhaustif, mais je vais essayer autant que possible de démembrer un petit peu cet arbre décisionnel et thérapeutique. Alors, c'est un problème fréquent. J'insisterai en préambule sur le fait qu'il n'y a pas de vérité absolue. Toutes les voies d'abord peuvent donner lieu à une luxation, que ce soit des voies mini-invasives, maxi-invasives, antérieures, postérieures, même si certaines sont plus sujettes à ce type de complications. Tous les types de prothèses peuvent se luxer, qu'on ait mettre des petites têtes, des grosses têtes, des implants cimentés, latéralisés ou pas, malheureusement tout se luxe, et tous les chirurgiens sont concernés, des chirurgiens les plus juniors entre guillemets aux chirurgiens les plus expérimentés. Je pense que malheureusement tout le monde a déploré et déplorera encore ce type de complications pour ceux qui font malheureusement des prothèses de hanche. Alors la place du problème, c'est un problème très fréquent. Lors du symposium de la Sofcote de l'année dernière 2012, avec le professeur Moussa Madouche et le docteur Christian Delaunay auquel j'avais participé, on avait vu que le problème des luxations arrivait dans la 5e cause des reprises de luxation sur cette série prospective d'un peu plus de 2000 cas, avec 10% donc de ces cas de reprise en raison d'une luxation, donc un problème fréquent. Si on regarde la littérature, qui est évidemment très très abondante, je n'aurai pas de chiffres précis. Tout est dit en fonction des auteurs, des voies d'abord, des implants. Je pense qu'on a à peu près une norme autour de 2 à 3%. Si on regarde le registre suédois, qui est un registre important pour nous orthopédistes et assez bien rempli, ils en sont à 5% dans les dernières publications. Et si on regarde la population nord-américaine, la population médicaire, on est à 3,6%. Ça donne à peu près un ordre d'idée, à mon avis, du véritable taux de luxation après prothèse totale de hanche, quel que soit l'implant. Alors si maintenant on se replace au niveau national, en France, eu égard au nombre d'implantations annuelles, ça fait qu'il y a environ par an 3000 nouveaux cas de luxation sur ces prothèses implantées. C'est une complication qui, on le sait, est encore plus fréquente si la chirurgie initiale était une chirurgie de révision. Et le traitement est malheureusement difficile. Il faudra bien évidemment accentuer sur l'aspect préventif parce que le traitement curatif malheureusement est souvent compliqué du fait que les étiologies sont souvent très multifactorielles, donc il va être difficile de tout corriger chirurgicalement. Alors quelques mots de classification de ces luxations, plusieurs types de classifications. Les principales, c'est en fonction de la direction. Évidemment, la luxation peut survenir en postérieur ou non. On sait que la voie d'abord postérieure est probablement de loin la plus pourvoyeuse de cette complication, avec là encore des taux qui varient, mais autour de 4%. Les voies non postérieures, donc réputées au moins délabrantes d'un point de vue tissu mou, sont malheureusement aussi exposées à cette complication, avec des taux qui là encore varient en fonction des auteurs, mais avec des taux qui varient de 2 à 3% sur les voies transtrochantériennes, antérolatérales ou latérales directes. Même les voies antérieures mini-invasives, malheureusement, ont aussi des taux de luxation non nuls. Les classifications peuvent aussi se stratifier en fonction de la date du premier épisode. Ça sera véritablement différent si on a une luxation précoce, c'est-à-dire qui survient dans les 3 mois post-opératoires, ou une luxation secondaire, donc qui arrive par la suite jusqu'à 5 ans, décrétée de façon plus ou moins empirique, ou les luxations tardives après 5 ans, voire même 10 ou 15 ans, qui sont là en rapport plutôt avec des phénomènes d'usure, notamment d'un polyéthylène. La dernière classification, c'est en fonction du nombre. On décrète qu'une luxation est considérée comme récidivante au-delà du nombre de 2 épisodes. Alors le tableau clinique, je passerai rapidement, c'est pas tellement le souci évidemment, c'est très douloureux, à part pour les quelques luxations post-opératoires précoces où le patient est encore sédaté en salle de réveil, mais sinon c'est un tableau très bruyant avec une douleur, une impotence fonctionnelle totale, et là encore un tableau clinique qui est évidemment différent en fonction du type de luxation. Si on a une luxation postérieure, on sera en flexion-rotation interne, alors que pour une luxation antérieure, on sera en rotation externe. Le bilan radiographique va évidemment poser le diagnostic, où il faut faire un bassin ou au moins une hanche de face, essayer autant que possible de faire un profil, une incidence de profil pour avoir la direction de la luxation, qui est souvent finalement pas notée dans les comptes rendus. Il faut bien évidemment réduire pour ces épisodes aigus en urgence cette luxation, après avoir éliminé les potentiels problèmes neurologiques, ne pas forcer de façon trop véhémente, comme sur ce cas où non seulement le patient est luxé, mais en plus le fémur est cassé dessous. Il faut bien évidemment faire une radiographie post-réductionnelle pour s'assurer
du bienfait de la thérapeutique et surtout le plus important, faire un testing lorsque le patient est sous anesthésie générale, ce qui là encore n'est pas systématiquement fait et pas systématiquement noté dans les comptes rendus, ce qui est dommage. Essayer de reproduire l'instabilité pour voir à partir de quel moment la luxation survient. Quelques cas de réduction chirurgicale qui sont effectivement très rares lorsqu'on peut avoir une interposition entre la tête et la cupule, de débris de ciment, de parties molles ou de choses comme cela. La suite, une immobilisation et une rééducation sur lequel je vous dirai quelques mots. Alors les conséquences de ces luxations, finalement, c'est ça le plus important. Le fait d'avoir une luxation, évidemment, d'une prothèse totale de hanche, ça entraîne un hématome qui peut faire le lit de l'infection. Surtout, ça entraîne des lésions des tissus mous non négligeables avec un décollement de la capsule, un déchirement des pelvis trochanteriens ou des fessiers, choses comme ça, et surtout une distension de la capsule qui avait cicatrisé après la chirurgie, et toutes ces parties molles qui ont été délabrées sont évidemment des facteurs de risque pour une récidive de cette instabilité. Sur l'implant, le fait de luxer les implants, on peut avoir une rayure si la tête par exemple est métallique, on peut avoir des usures importantes au niveau des polyéthylènes si les luxations sont fréquentes. On peut avoir des écoulements de la cupule, là encore à l'origine de récidive de l'instabilité. En tout état de cause, quel est le mécanisme d'une luxation? C'est toujours un effet CAM, c'est-à-dire un contact anormal ou trop précoce entre une partie de l'implant avec une autre partie de l'implant ou des phénomènes extra-articulaires. On peut avoir, si on veut démembrer ces effets CAM, soit des effets CAM prothétiques, donc articulaires, un contact précoce entre le col de la tige prothétique et par exemple la cupule. Il y a des dessins d'implants ou des dessins de tête dont on sait qu'ils sont néfastes et malheureusement à bannir pour éviter ces phénomènes. L'orientation des implants, sur lequel je vous dirai quelques mots, est bien évidemment très importante. Si votre cupule acétabulaire est mal positionnée, on aura des effets comme plus précoces. Et les effets CAM extra-articulaires qui peuvent là encore être peu visible, mais finalement à l'origine de ces luxations. Le col de la prothèse peut venir abuter contre du ciment, contre des parties molles, contre des ossifications, ou même des contacts osseux purement os-os, c'est-à-dire par exemple le petit trochanter qui vient abuter sur le bassin en cas de phénomène de médialisation importante au niveau de la hanche. Voici par exemple des vieilles images, mais qui vous montrent que si vous mettez une tête métallique à jupe comme en haut, ça vient évidemment venir abuter plus précocement sur la cupule. D'autres exemples, si par exemple en avant de la cupule vous avez du ciment ou des débris osseux ou des parties molles ossifiées, ça va venir faire un effet CAM antérieur et donc luxer en postérieur. À l'inverse, si ces ossifications sont en postérieur. Vous voyez ici un cas d'une tige sans ciment où le col, au niveau du cône morse de la tige, il y avait un abutement précoce avec la cupule, avec une encoche dans le col, donc là vraiment un véritable effet CAM prothétique. Voici ici des effets CAM purement osseux, le grand trochanter qui peut venir sur ces cas avec une trochantérotomie venir abuter précocement au niveau de l'ilion, ou sur la partie en bas une hanche qui est malheureusement trop médialisée où le petit trochanter va venir frapper l'ischion, là encore à entraîner des phénomènes de luxation. Voici d'autres cas d'effet CAM prothétique avec en haut à gauche sur un couple métal-métal avec l'insert métallique qui vient frapper la tige, là encore avec des risques évidemment d'instabilité, ou sur ces tiges à collerette qui évidemment sont volumineuses et peuvent venir frapper la partie acétabulaire de la cupule. Le dessin des implants est important. Sur des cas difficiles, par exemple ce bassin, vous voyez que les hanches sont quand même particulières, en coxavara, avec des phénomènes un peu un offset fémoral, c'est-à-dire un déport fémoral, un bras de levier qui peut être difficile à reproduire. On sait que des implants qui sont plus ou moins latéralisants vont être plus ou moins sujets à la luxation. Il faut aussi savoir systématiquement à la fin du bloc opératoire, là c'est plus l'aspect préventif, mais tester le piston axial. Vous voyez dans ces cas-là que la tête prothétique n'est pas dans la cupule, du fait d'une décoaptation trop importante, probablement une anomalie de restauration de la biomécanique coxo-fémorale. Les causes de l'instabilité sont multiples. Le terrain, on sait que les patients plus âgés sont plus à risque, le sexe féminin, de par une laxité, est plus à risque. On sait qu'il y a des comorbidités, des patients qui ont des anomalies d'axe, des insuffisances musculaires, les tumeurs, mais aussi les étiologies. On sait que certaines étiologies de prothèses sont plus à risque de luxation, les fractures du col, les pseudarthroses du grand trochanter, évidemment de fait de l'insuffisance des moyens fessiers, évidemment les révisions qui sortent un peu du cadre mais qui sont des grandes pourvoyeuses d'instabilité.
Les causes à chercher sont évidemment, au-delà de ces facteurs patients dépendants, les facteurs plus prothétiques dépendants et bien évidemment l'orientation des pièces. Il va m'être impossible de vous donner une définition idéale des implants. Ça dépend un petit peu du type de prothèse que vous mettez, du dessin de votre cupule, de votre tige, mais on peut être amené à, en gros, avoir une cupule à 40-45 degrés d'inclinaison, 15 degrés d'antéversion, une pièce fémorale à peu près la même antéversion 15 degrés. À mon sens, le plus intéressant, c'est surtout l'antéversion combinée, cupule et tige aux alentours de 20 à 25 degrés. La tension des parties molles est là encore aussi une chose à prendre en compte. Si les patients sont accourcis ou médialisés, le risque de luxation sera plus important. Alors dans un premier temps, avant d'envisager la thérapeutique, quels examens complémentaires? Éliminer l'infection, même si c'est rarement la cause, mais donc je pense qu'une ponction ou un bilan biologique s'impose. Et ensuite, apprécier la position des implants pour voir l'inclinaison de la cupule et l'antéversion des pièces fémorales. Là, le scanner est évidemment ici un apport plus important. Il faut, en fonction des protocoles scanner, surtout prendre en compte la bascule aussi pelvienne qui va quand même changer pas mal la donne. Voici par exemple sur la photo, enfin le schéma de gauche, si votre bassin est antéversé, ça dépend des patients, chaque patient étant, comme ça a été souligné, différent l'un de l'autre. Si le patient est antéversé, on aura une cupule qui sera rétroversée. À l'inverse, si le bassin lui-même est rétroversé, la cupule sera antéversée et ça peut être vraiment des phénomènes importants à prendre en compte, surtout en préopératoire, pour réorienter potentiellement une cupule acétabulaire. Pour un ordre d'exemple, voici ici un patient qui avait des luxations antérieures sur une antéversion qui était donnée à 20 degrés, donc en théorie une antéversion, une cupule bien orientée. En pratique, si on intégrait la version pelvienne, vous voyez qu'en fait son antéversion fonctionnelle était à 32 degrés, ce qui expliquait la luxation antérieure. De même, à l'inverse, ce patient qui présentait des luxations postérieures avec une antéversion à 20 degrés, en pratique, si on intégrait sa version pelvienne, donc sa rétroversion, dans ce cas-là, on voyait qu'en fait la cupule était rétroversée de presque 6 degrés, ce qui expliquait l'instabilité postérieure dans ce cas-là. L'inclinaison de la cupule, on sait que par exemple sur ce cas, sur cette radio, sur le cas sur votre gauche, l'excès d'inclinaison va favoriser une luxation antérieure. À l'inverse, on sait qu'un excès d'horizontalisation, des cupules trop couchées, sont pourvoyeuses de luxation postérieure. Alors quelles sont les thérapeutiques possibles sur ces patients luxés? Ça va de l'immobilisation simple aux chirurgies qui peuvent être soit des chirurgies de remplacement prothétique ou des chirurgies uniquement sur les parties molles sur lesquelles je vais revenir. L'immobilisation, de toute façon, s'impose après une luxation. On met dans l'ensemble un traction collé ou un bermuda plâtré qui reste en fonction des équipes et des écoles de quelques jours à quelques mois, de façon plus importante probablement sur des patients qu'on ne veut pas réopérer, dans le but est de cicatriser, d'essayer d'enraidir au maximum le patient pour éviter une récidive de l'instabilité. Le changement prothétique va surtout avoir lieu au niveau du versant acétabulaire, puisque c'est là sur lequel les malpositions sont les plus fréquentes et sur lequel ça va être le plus simple chirurgicalement, la plupart du temps, d'enlever la cupule et de la réorienter, comme dans ce cas-là sur cette cupule rétroversée. Sur le versant fémoral, on aura très rarement une chirurgie isolée, d'une part parce que la tige fémorale est plus difficile à extraire et parce que fréquemment le problème ne vient pas de là. Par contre, on peut être fréquemment amené à faire des chirurgies bipolaires, c'est-à-dire des deux côtés, comme sur cette cupule, vous voyez l'encoche entre le code Morse et la cupule qui était pourtant bien positionnée. Les gestes trochantériens qui sont rarement faits de façon isolée, mais peuvent être amenés à faire, par exemple en cas d'une pseudarthrose, évidemment, si vous avez une pseudarthrose du gros trochanter, vos fessiers ne seront pas compétents, vous aurez une insuffisance du bras de levier. Dans ces cas-là, il faut traiter la pseudarthrose, qui est une chirurgie relativement difficile. Il faut l'aviver, personnellement apporter une autogreffe et refaire une synthèse solide. On peut être aussi amené, dans des rares cas, d'abaisser le grand trochanter si on ne veut pas changer les implants sur des défauts initiaux de latéralisation de la hanche pour retendre les fessiers. La suppression des effets CAM, là encore, se fait rarement de façon isolée, mais typiquement sur ces cas, on voit qu'il y a des butoirs osseux, des parties molles qui sont en excédent. On peut être amené à enlever ces ossifications et on peut aussi, dans certains cas, faire des plastiques capsulaires, mais de toute façon, ces chirurgies sont rarement faites isolément et ne constituent pas de grandes armes thérapeutiques. Les principales armes thérapeutiques seront les implants spécifiquement, on va dire, dédiés à ces instabilités. Alors, historiquement, dans un premier temps, les croissants anti-luxation, qui peuvent être plus ou moins
armés, comme vous voyez ici, qui sont des arcs de cercle qu'on vissait dans le polyéthylène, qui étaient mis en place pour s'opposer à la luxation, comme vous voyez dans la vue péropératoire. En pratique, ça entraînait des instabilités dans l'autre sens, de par un effet cam précoce, ce qui n'était pas franchement l'effet voulu. Ça augmentait l'usure, ça faisait des contraintes importantes et donc un risque de décèlement aseptique non négligeable. Les cupules rétentives utilisées surtout en Amérique du Nord, où vous voyez des implants assez massifs, assez compliqués, avec des interfaces multiples, mais sur lesquels il y avait en fait un anneau de rétention qui faisait de ces implants des implants très contraints, dont la fiabilité de l'anneau de rétention à moyen terme était relativement médiocre, un taux d'échec qui est important, qui fait qu'actuellement, au moins hors Amérique du Nord, ces implants sont très peu utilisés. Les cupules à débord, ça ressemble un petit peu aux cupules à mur, c'est-à-dire qu'en fait il y a un mur postérieur, là encore le débattement était diminué et qu'un risque, là encore, de luxation dans l'autre sens, un risque de contrainte élevé et donc de décèlement plus importante qui font que là encore ces cupules sont moins utilisées. Les cupules finalement de nos jours plus utilisées sont ces cupules-ci, les cupules à double mobilité, initialement introduites par Gilles Bousquet, dont le taux de luxation faible à 10 ans permet a priori de s'assurer au moins sur ce recul que la fiabilité en termes de prévention de l'instabilité est intéressante. On voit que les survies dans ces zones à 10 ans sont excellentes. Il y a malheureusement quelques complications inhérentes à ce type et spécifiques à ce type d'implant, la luxation intraprothétique comme ici, qui sont la plupart du temps dues à l'usure, donc avec le temps. Et on sait là encore qu'il y a peut-être un risque plus important d'usure du polyéthylène chez des patients jeunes. C'est pour cela que ces implants sont quand même à réserver soit en chirurgie de révision, soit sur des patients primaires, mais avec des risques importants d'instabilité. Alors les indications, c'est très difficile, je ne vais pas évidemment vous dresser un tableau exhaustif de ce qu'il faut faire en cas d'instabilité. On sait quand même qu'il y a quelques choses importantes, c'est-à-dire que si les implants sont mal orientés sur un PST au milieu, c'est pour les survenues précoces, secondaires ou tardives. On sait que si c'est un effet cam avec une malorientation, il va falloir réviser évidemment l'implant. Si on a un obstacle, il va falloir faire l'ablation de ces effets cam. Si on a le problème de ces bras de levier insuffisants, donc de reconstruction biomécanique insuffisante, il va falloir réviser l'implant. Le problème, c'est surtout à la fin, si on a des problèmes d'insuffisance musculaire, on aura beaucoup de mal. Une immobilisation prolongée peut amener un enraidissement salutaire pour l'instabilité, mais finalement pérennisera la dégénérescence musculaire. Dans ces cas-là, la double mobilité ou les cupules rétentives prennent tout leur intérêt. En conclusion, on voit que l'instabilité, c'est une complication très fréquente. Les étiologies sont souvent multiples, ce qui explique que la prise en charge soit un peu compliquée. Surtout, je mettrai l'emphase sur le bilan diagnostique et sur la prévention, sur le positionnement initial des implants qui doit être autant que possible le plus parfait possible et l'éducation du patient. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce travail très complet, et tant sur les causes que sur les possibilités de remède. Alors, avez-vous des questions à poser à Julien Girard sur ce problème ? J'aurais une question. Certains ont, pour la prévention, certains se sont dit, et je fais allusion à votre dernière diapo, puisque vous parlez de prévention, en disant éducation du patient, pose correcte, etc. Certains vont d'emblée et directement, et je dirais presque systématiquement, à la double mobilité. Je voulais savoir quelle est votre opinion sur ce point. Je pense que c'est une mauvaise option de mettre des doubles mobilités systématiquement à tout le monde, surtout chez des patients jeunes, du fait d'un risque quand même d'usure accrue, de décèlement aseptique plus important, ces luxations aprothétiques qui peuvent aussi survenir à 10 ans. Je pense qu'il faut les doubles mobilités, il faut les réserver au cas de révision pour instabilité et au cas potentiel de patients jeunes, mais avec des risques importants d'instabilité. Alors tout dépend de ce qu'on appelle risque important d'instabilité, mais par exemple des patients avec un déficit neurologique, qui ont un contrôle musculaire déficient, ou des patients comme cela, je pense qu'il faut réserver. De façon systématique, malheureusement, c'est mis de façon importante par des chirurgiens chez tous les patients. Je pense que ce n'est pas une bonne option et que ça ne va pas apporter des bons résultats, des mobilités, que ça risque même malheureusement de diminuer un petit peu son rayonnement. Qu'est-ce que vous faites en particulier chez un patient qui a eu des antécédents de luxation congénitale de hanche multi-opérée ? Est-ce que vous êtes plutôt pour une chirurgie de reconstruction
comment dirais-je, la plus anatomique possible, ou vous pensez, vous, dans votre équipe, d'emblée, double mobilité chez ce type de patient? Non, alors si c'est juste si c'est uniquement une étiologie de luxation congénitale de hanche, on n'est pas obligé du tout de systématiquement de mettre, je pense, une double mobilité d'emblée. On va essayer autant que possible de faire une reconstruction biomécanique, même si elle est compliquée, mais je pense que c'est pas du tout une bonne indication chez les patients jeunes de double mobilité. De toute façon, je suis pas du tout enclin à des double mobilité chez les patients jeunes dans l'immense majorité des cas. Jeunes, moins de 60 ans, en plus. Enfin, en 100 ans, c'est pas que des jeunes de 30 ans. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Qui veut intervenir? Plus personne. Bien. Et merci à Julien Girard pour cette belle communication. Il nous reste, au terme de cette séance Sofcote Academy, il me reste à remercier le président, Monsieur Richard, à remercier Henri Judet pour leur accueil et à remercier l'ensemble du bureau de l'Académie, et puis à se donner rendez-vous prochainement, et en tout cas à l'année prochaine pour une autre séance. Merci à tous, et puis je voulais remercier aussi les orateurs qui ont fait un effort particulier pour la qualité de leur présentation. Et alors, merci beaucoup Philippe Merlos d'avoir organisé cette séance, et je dois vous dire, donc je vais vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année puisque cela approche. Et vous signalez que lors de la séance de reprise de l'Académie le 8 janvier, on va avoir une session qui va être sur les blocs opératoires de demain. D'ailleurs, je remercie Philippe, puisque les orthopédistes de Grenoble vont venir parler lors de cette séance. Et il y aura un architecte programmiste sur les blocs opératoires. Il y aura tout un tas de communications sur l'évolution des blocs opératoires. Donc, ceux d'entre vous qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir, car je pense que cette séance sera très intéressante. Donc merci encore à tous et passez de bonnes fêtes de fin d'année. Merci.